Vous venez tous les soirs donner à manger aux caïmans? Ah oui, nous donnons manger à 5 heures. Est-ce qu'il y a beaucoup de caïmans en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de caïmans d'ailleurs en Afrique. Ce sont des crocodiles. Des crocodiles, oui. Ouais. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire? Ah oui, dans nos fleuves, il y en a beaucoup. Ah, il est là. Est-ce que c'est très méchant si je tombais dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait? Non. Parce qu'il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. Qu'est-ce que c'est, Monsieur le Président? Ce sont des filures, ça. Des poissons-chats? Oui, poissons-chats. Voilà mes poissons petits. Cet homme, vous l'avez déjà bien sûr reconnu. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, 300 000 km², 4 millions d'habitants. Nous avions quitté Abidjan la veille, laissant derrière nous une capitale orgueilleuse de son développement spectaculaire, dissimulant à peine une insolence de parvenu. Une capitale vitrine, mais dont les glaces ne reflètent que les images déformées d'un pays dont la terre constitue la véritable richesse. Et si la Côte d'Ivoire a vu doubler son revenu national depuis l'indépendance, elle le doit à ses paysans et d'abord à celui qui se dit le premier d'entre eux, Félix Houphouët-Boigny, réélu triomphalement le 7 novembre à la tête de l'État, et cela à une majorité écrasante. Or, le président ivoirien a d'abord été un homme d'État français. En 1956, ministre délégué dans le cabinet Guy Mollet, il est en 1957 dans celui de M. Bourgès-Monoury. En 1958, il est ministre de la Santé dans le gouvernement Félix Gaillard, ministre d'État dans les cabinets Flimelin, De Gaulle et Debré. Il participe au sel de la Constitution française, puis devient ministre conseiller aux Affaires étrangères et enfin chef de la délégation française à l'ONU. Sa carrière française s'arrête là. Il est devenu depuis Premier ministre puis président de la Côte d'Ivoire. Et il fait en France, à ce titre, une visite officielle en juin 1961. Hôte de la France au château de Champs, il sera aussi celui du général de Gaulle à l'Élysée. Voilà donc l'homme qui a fait de son pays un véritable État pilote au cœur d'une Afrique qui se cherche encore. Faut-il parler d'un miracle ivoirien? Le président Houphouët-Boigny s'en est défendu en acceptant de se livrer pour la première fois aux caméras de la télévision à Yamoussoukro, son village natal. Ministre délégué, voulez-vous nous dire à quelles intentions politiques le gouvernement a obéi en créant l'organisation commune des régions sahariennes? Le gouvernement n'a pas à proprement parler obéi à un souci politique. Au contraire, bien au contraire, à un souci essentiellement social et économique. En effet, nous voulons, par l'exploitation rationnelle des immenses richesses que recèle le Sahara, assurer d'abord aux populations sahariennes, aux populations des régions limitrophes, l'élévation du niveau de vie et la promotion sociale. Et ensuite, assurer l'expansion économique à l'ensemble franco-africain. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. Richesses minières, richesses pétrolières. Mais les moyens techniques, financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Donc, c'est un acte de foi à l'avenir de l'ensemble de l'Union française, mais c'est aussi un acte de solidarité qui nous a guidés dans l'organisation commune des régions sahariennes. Quelles sont les attributions de l'OCRS? L'organisation commune des régions sahariennes doit d'abord faire l'inventaire des résultats déjà acquis. Ensuite, établir les programmes des ensembles industriels, miniers, hydrauliques.
et partir de ces bases pour engager, en vue de leur financement, des discussions avec les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, les organismes privés. Les populations locales seront-elles associées au fonctionnement de l'organisation commune? On ne peut assurer le bonheur des peuples sans le concours actif de ces peuples à la recherche de ce bonheur. Aussi, nous avons estimé indispensable l'association des populations sahariennes à l'organisation de la région commune du Sahara. En effet, la haute commission qui jouerait un rôle capital dans notre organisation sera composée, comme vous le savez, par moitié de représentants des organisations métropolitaines et par moitié des représentants des régions sahariennes. C'est la haute commission qui sera chargée d'élaborer le programme d'action. Donc, non seulement les représentants des populations sahariennes seront associés à l'établissement des programmes, mais participeront de façon active à la répartition des richesses. Précisément, Monsieur le Ministre, que peut-on attendre dans les prochaines années de la mise en valeur du Sahara? Nous attendons beaucoup de la mise en valeur rationnelle des régions sahariennes. Mais je voudrais vous dire, ou plutôt recommander à tous, la prudence. Le Sahara, en effet, regorge de beaucoup de richesses. Mais pour le moment, pour l'instant, ce sont des richesses mortes. Il nous faut des moyens financiers, des concours techniques, du travail. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesses, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on pense, quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Monsieur le Président, vous venez de passer près d'un mois en Amérique et vous avez eu l'occasion là-bas d'expliquer ce que sont les réalités de la communauté, d'une communauté qu'on y connaît assez mal. Êtes-vous satisfait de l'accueil que vous avez rencontré? Autrement dit, avez-vous l'impression d'avoir été compris? J'ai trouvé beaucoup de compréhension de la part de mes nombreux interlocuteurs. Le président Azanouer, le secrétaire d'État Tcherter, M. Dean Baker, M. Sauvé, Premier ministre de Québec, toutes les personnalités civiles ou privées avec lesquelles j'ai eu le bonheur de m'entretenir ont compris, je crois, ce que sont les réalités de notre communauté. Nous sommes efforcés de faire comprendre qu'il y a en Afrique et à Madagascar des peuples colonisés qui ont préféré l'indépendance dans la coopération, dans l'amitié, dans la fraternité, à l'indépendance dans la haine qu'ont choisi bien d'autres. Et j'ai essayé de demander à mes interlocuteurs de comprendre et surtout de faire comprendre que le combat que nous menons, français, africains, malgaches, au sein de la communauté, ne sera pas au seul bénéfice
de nos peuples, mais au bénéfice de tout le monde occidental. J'ai donc demandé à ce que l'on nous comprenne, qu'on nous aide, que la politique de duplicité ne peut payer et qu'il faut qu'on compte avec les vrais amis du monde occidental. Indépendamment des dirigeants proprement dits, qu'ils soient américains, qu'ils soient canadiens, indépendamment notamment du président Eisenhower que vous avez rencontré longuement, je crois, vous avez vu aussi des milieux qui ne sont pas des milieux politiques, mais qui sont, disons, des élites. Et sur ce plan, avez-vous l'impression que l'accueil, disons l'accueil humain, a été aussi favorable? Oui, j'ai en effet vu, quand on va aux États-Unis, il faut voir certains milieux, les milieux des affaires, et qui ont une influence notable sur la vie politique de leur pays. Et là aussi, j'ai rencontré beaucoup de compréhension. Je vais rendre compte de ma mission au général de Gaulle, et ensuite, je me propose, pour informer plus amplement l'opinion française et l'opinion de la communauté, je me propose de tenir une conférence de presse dans les jours qui viennent. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Vous avez abordé le problème des structures administratives et politiques de cette communauté qui est en train de se créer et de commencer à fonctionner. On a parlé dans la presse, on a parlé dans l'opinion de certaines divergences d'opposition qui existaient entre certains leaders des États de la communauté. Pouvez-vous vous expliquer à ce sujet et nous dire si le Conseil a été favorable à un rapprochement, en tout cas, moi? En quittant Abidjan pour Paris, j'ai clamé ma confiance totale dans l'issue des travaux du 5e Conseil exécutif. Je suis heureux de constater que je ne me suis pas trompé. La grande compréhension dont ont fait preuve tous mes collègues, la profonde connaissance qu'a notre grand président, le général de Gaulle, de nos problèmes, de nos réalités, de notre but commun et de nos moyens surtout, nous ont permis de réaffirmer une fois de plus notre confiance totale dans l'avenir de la communauté et notre volonté commune d'en assurer vie harmonieuse et durée. Ce que l'on a appelé à tort la guerre des fédéralistes et des confédéralistes n'a pas eu lieu. En effet, la constitution de la communauté offre à tous les États membres plusieurs perspectives. Il nous appartient de faire appliquer dans la lettre et l'esprit cette constitution. La majorité des États membres de la communauté estiment que ce qui importe avant tout, c'est de réaliser les États de la communauté. En effet, par notre vote du 28 septembre, les anciens territoires de la République française, les territoires d'outre-mer, sont devenus États membres de la grande communauté franco-africaine au même titre que la République française. Mais nous sommes quelques-uns, pour ne pas dire le plus grand nombre, à ne pas nous contenter de simples changements d'étiquette. Nous voulons d'abord assurer à nos jeunes États un contenu positif au point de vue économique et social. Laissons faire le temps. Si chaque jour les jeunes États se préoccupent avant tout d'assurer le meilleur devenir de leurs concitoyens, de leurs nationaux, à partir de leurs moyens, de leur travail, de l'enthousiasme des masses qu'ils doivent savoir mobiliser, et en comptant aussi sur les moyens de la grande République sœur, la République française, et aussi, pourquoi ne pas le dire, sur le concours non moins efficace des associés français de la petite Europe, nous pensons que nous réaliserons là, dans le cadre de fraternité que nous avons choisi, mais qui est aussi un cadre de liberté,
l'indépendance à laquelle nous sommes tous attachés, à laquelle nous sommes tous sensibles, mais avec cette différence que nous, États membres de la communauté, nous ne voulons pas nous contenter du mot magique pour beaucoup d'indépendance. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est la réalité de l'indépendance. Et cette réalité de l'indépendance, nous ne pouvons l'acquérir que dans le cadre de la communauté franco-africaine. Et quant aux liens, justement, dans le sein de cette communauté, les perspectives sont ouvertes. Quant aux liens, nous l'avons dit, il vaut bien mieux que chaque jour, de par notre travail en commun, dans un esprit d'amitié et aussi de fraternité, parce qu'il n'y a pas que les liens économiques qui nous unissent aux Français, nous puissions un jour parvenir à une évolution telle que ce qui fait peur certains aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, puisse être consacré, que nous puissions en quelque sorte légitimer une situation de fait par des liens juridiques. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et vous venez tous les soirs donner à manger aux caïmans? Ah oui, nous donnons manger à 5 heures. Est-ce qu'il y a beaucoup de caïmans en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de caïmans d'ailleurs en Afrique. Ce sont des crocodiles. Des crocodiles, oui. Ouais. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire? Ah oui, dans nos fleuves, il y en a beaucoup. Ah, il est là. Est-ce que c'est très méchant si je tombais dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait? Non. Parce qu'il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. Qu'est-ce que c'est, Monsieur le Président? Ce sont des filures, ça. Des poissons-chats? Oui, poissons-chats. Voilà mes poissons fétiches. Cet homme, vous l'avez déjà bien sûr reconnu. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, 300 000 km², 4 millions d'habitants. Nous avions quitté Abidjan la veille, laissant derrière nous une capitale orgueilleuse de son développement spectaculaire, dissimulant à peine une insolence de parvenu. Une capitale vitrine, mais dont les glaces ne reflètent que les images déformées d'un pays dont la terre constitue la véritable richesse. Et si la Côte d'Ivoire a vu doubler son revenu national depuis l'indépendance, elle le doit à ses paysans et d'abord à celui qui se dit le premier d'entre eux, Félix Houphouët-Boigny, réélu triomphalement le 7 novembre à la tête de l'État, et cela à une majorité écrasante. Or, le président ivoirien a d'abord été un homme d'État français. En 1956, ministre délégué dans le cabinet Guy Mollet, il est en 1957 dans celui de M. Bourgès-Monoury. En 1958, il est ministre de la Santé dans le gouvernement Félix Gaillard, ministre d'État dans les cabinets Flimelin, De Gaulle et Debré.
Il participe au sel de la Constitution française, puis devient ministre conseiller aux Affaires étrangères et enfin chef de la délégation française à l'ONU. Sa carrière française s'arrête là. Il est devenu depuis Premier ministre puis président de la Côte d'Ivoire. Et il fait en France, à ce titre, une visite officielle en juin 1961. Hôte de la France au château de Champs, il sera aussi celui du général de Gaulle à l'Élysée. Voilà donc l'homme qui a fait de son pays un véritable État pilote au cœur d'une Afrique qui se cherche encore. Faut-il parler d'un miracle ivoirien? Le président Houphouët-Boigny s'en est défendu en acceptant de se livrer pour la première fois aux caméras de la télévision à Yamoussoukro, son village natal. Ministre délégué, voulez-vous nous dire à quelles intentions politiques le gouvernement a obéi en créant l'Organisation commune des régions sahariennes? Le gouvernement n'a pas à proprement parler obéi à un souci politique. Au contraire, bien au contraire, à un souci essentiellement social et économique. En effet, nous voulons, par l'exploitation rationnelle des immenses richesses que recèle le Sahara, assurer d'abord aux populations sahariennes, aux populations des régions limitrophes, l'élévation du niveau de vie et la promotion sociale. Et ensuite, assurer l'expansion économique à l'ensemble franco-africain. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. Richesses minières, richesses pétrolières. Mais les moyens techniques financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Donc, c'est un acte de foi à l'avenir de l'ensemble de l'Union française, mais c'est aussi un acte de solidarité qui nous a guidés dans l'organisation commune des régions sahariennes. Quelles sont les attributions de l'OCRS? L'organisation commune des régions sahariennes doit d'abord faire l'inventaire des résultats déjà acquis. Ensuite, établir les programmes des ensembles industriels, miniers, hydrauliques. Et partir de ces bases pour engager